À 5:00 du matin, un coup à la porte m'a tiré d'un sommeil profond. J'ai ouvert la porte et j'ai trouvé mon neveu tremblant sur le porche. Mon frère et sa femme ont immédiatement essayé de me rejeter la faute. Je ne me suis pas débattu. J'ai envoyé un seul fichier à la police. Le lendemain matin, la vérité a éclaté devant tout le monde. Je m'appelle Mera Langford. J'ai 34 ans et je travaille de nuit comme répartitrice des urgences du 911 en dehors de Milwaukee. Donc, je pensais savoir à quoi ressemblait la vraie panique. J'avais tort. À 5:00 du matin, 3 faibles coups m'ont tiré d'un sommeil profond. Ils n'étaient pas assez forts pour être une menace, mais ils étaient assez lents pour me serrer la poitrine avant même que j'atteigne le couloir. J'ai attrapé mon téléphone, vérifié la caméra du Porsche, et j'ai vu une petite silhouette se tenant sous la lumière, vacillant comme si une rafale de vent supplémentaire allait le renverser. Quand j'ai ouvert la porte, mon neveu Noah était sur mon Porsche dans un fin sweat à capuche, des baskets et un pantalon de jogging trempé, raidi par le froid. Ses lèvres étaient bleues. Ses doigts étaient recroquevillés contre sa poitrine. L'air extérieur était à 32 degrés Fahrenheit, mais le vent le rendait plus tranchant, plus méchant, comme s'il avait des dents. Je l'ai tiré à l'intérieur avant que ses genoux ne lâchent. Il a essayé de parler, mais sa mâchoire tremblait si fort que les mots sortaient brisés. Ils m'ont laissé. Grant a changé le code. Je l'ai enveloppé dans des couvertures, j'ai d'abord réchauffé sa poitrine, et j'ai appelé une ambulance avec la même voix calme que j'utilisais au travail, même si la rage brûlait déjà en moi. Noah n'arrêtait pas de s'excuser comme si le fait de survivre l'avait en quelque sorte rendu coupable. Pendant que je vérifiais son pouls, mon téléphone a vibré avec un message de Céleste demandant si je l'avais vu, suivi quelques secondes plus tard par Grant m'accusant d'avoir pris son fils. J'ai regardé la caméra de ma sonnette, puis l'enfant frigorifié sur mon canapé, et je n'ai répondu à aucun des deux. J'ai sauvegardé un fichier et je l'ai envoyé directement à l'agent Nolan Price. Avant de vous dire ce qui s'est passé ensuite, dites-moi où vous êtes et quel temps il fait là où vous vivez. Je veux savoir jusqu'où cette vérité peut voyager. L'ambulance sentait l'antiseptique au caoutchouc et l'air d'hiver emprisonné dans des vêtements mouillés. Noah était assis, enveloppé dans 2 couvertures thermiques, les mains tremblantes à tel point que le technicien médical d'urgence a dû tenir la compresse chaude près de sa poitrine au lieu de le laisser la saisir. Je me suis assise à côté de lui, une main sur son épaule, écoutant le moniteur biper tout en me forçant à respirer comme si c'était juste un autre appel d'urgence et non ma propre famille qui s'effondrait devant moi. L'agent Nolan Price nous a suivis à l'hôpital et a attendu jusqu'à ce que le technicien médical d'urgence dise que Noah était assez stable pour répondre à des questions de base. Il s'est accroupi près de la civière et a parlé doucement, puis Noah a quand même tressailli à la vue de l'uniforme. Je lui ai dit qu'il était en sécurité. C'était la première fois que ses yeux se remplissaient de larmes. Pas quand ses pieds brûlaient de froid. Pas quand l'infirmière a coupé ses chaussettes mouillées. Seulement quand j'ai dit en sécurité. Il a chuchoté que Grant et Céleste avaient quitté la maison à 4:12 l'après-midi précédent pour une retraite d'entreprise du Super Bowl à Wisconsin-Dells. Grant lui a dit qu'il y avait de la nourriture surgelée dans le congélateur du garage et qu'il serait à la maison avant 10:30. Céleste lui a dit de ne pas être dramatique, a mis Internet en pause sur sa tablette, et a dit que les enfants de 10 ans devaient apprendre l'indépendance. Noah a dit qu'il les a regardés s'éloigner dans un véhicule utilitaire sport noir pendant que la lumière du Porsche restait allumée comme si la maison prétendait que quelqu'un s'en souciait encore. Vers 8:30, son estomac a commencé à lui faire mal parce qu'il n'avait pas mangé de vrai repas de toute la journée. Il a d'abord essayé le réfrigérateur, mais il n'y avait que de l'eau pétillante, de la bière et un contenant de vieux restes à emporter qui sentait l'aigre quand il l'a ouvert. Alors, il est allé dans le garage pour trouver le repas surgelé dont Grant avait parlé. La porte du garage menant à la maison s'est fermée derrière lui. Quand il a essayé de retourner à l'intérieur, la serrure intelligente a clignoté en rouge. Il a tapé le code à nouveau. Rouge à nouveau. Rouge. Il a appelé Grant 3 fois et Céleste 2 fois, mais personne n'a répondu. Puis son téléphone s'est éteint. Il a attendu dans le garage parce qu'il était terrifié à l'idée que Grant rentre à la maison en colère s'il appelait le 911. Au début, il s'est assis sur une vieille couverture de déménagement près du congélateur. Ensuite, il s'est recroquevillé à côté d'une pile de pneus. Le froid a traversé le sol en béton et a grimpé dans ses os. À 4:10 du matin, il a dit qu'il ne pouvait plus sentir ses orteils. C'est alors qu'il a choisi la seule personne qui, pensait-il,
pourrait lui ouvrir une porte. Il a marché près de 2 miles jusqu'à mon appartement à travers des trottoirs glacés et un vent assez fort pour le pousser dans la rue. Toutes les quelques minutes, il s'arrêtait sous une lumière de Porsche parce qu'il pensait que s'il tombait dans le noir, personne ne le verrait. Au moment où nous avons atteint le centre médical Sainte-Agnès, sa température corporelle était assez basse pour que le docteur prononce les mots hypothermie modérée. Le docteur Adrien Cole l'a examiné et a trouvé de la déshydratation, de l'épuisement, des gelures précoces sur ses orteils, et des ecchymoses sur ses tibias que Noah a affirmé provenir de chocs contre des objets dans l'obscurité. L'infirmière a demandé à quand remontait son dernier repas complet. Noah m'a regardé avant de répondre, hier à l'école. Cette réponse a changé l'atmosphère de la pièce. L'agent Price a arrêté d'écrire pendant une demi-seconde, puis a appuyé son stylo plus fort sur son carnet. Le docteur Cole a ordonné des analyses de sang, un traitement de réchauffement et une évaluation pédiatrique complète. Quand l'infirmière est sortie, Noah a attrapé ma manche avec des doigts faibles et a chuchoté, « S'il te plaît, ne laisse pas papa être en colère contre moi. » J'ai regardé cet enfant qui avait failli geler parce que les adultes dans sa vie se souciaient plus d'une fête que d'un pot. Et je lui ai dit la seule vérité que je pouvais promettre. Ce n'est pas ta faute. Pas une seule seconde de tout ça. Mon téléphone a vibré à nouveau. Grant avait envoyé 5 messages, chacun plus en colère que le précédent. Céleste en a envoyé un qui disait « Nous savons que tu l'as, Mera. Ne rends pas ça moche. » J'ai regardé l'agent Price, j'ai ouvert le fichier de la sonnette, et je le lui ai envoyé sans dire un autre mot. Il a regardé les 10 premières secondes, puis son visage s'est figé d'une manière que je reconnaissais des appels d'urgence, où l'opérateur comprend soudainement que la situation est pire que ce qui a été signalé. Il a demandé si j'avais d'autres preuves. J'ai dit, pas encore. Puis les portes automatiques de l'hôpital se sont ouvertes au bout du couloir, et Grant et Céleste sont entrés vêtus de leurs vêtements de fête d'hier, l'air furieux au lieu d'être effrayés. Grant m'a vu avant de voir Noah. Cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Un père dont l'enfant avait été retrouvé en train de geler aurait dû courir vers la salle de traitement. Grant a ajusté son manteau coûteux, a scruté le couloir à la recherche de la police, et a marché droit vers moi comme si j'étais l'urgence qu'il devait contrôler. Céleste est arrivée derrière lui dans des bottes à talons et un manteau de couleur crème qui avait l'air trop propre pour quelqu'un qui était censé avoir cherché toute la matinée. Son maquillage était étalé, mais pas à cause des pleurs. Cela ressemblait au genre de bavure qui vient du fait de dormir dans une voiture après trop de verre. Grant a reniflé et a baissé la voix quand il m'a atteinte. « Que leur as-tu dit ? Pas est-ce qu'il va bien ? Pas où est mon fils ? Que leur as-tu dit ? » Je l'ai dévisagé jusqu'à ce que le silence le mette mal à l'aise. Céleste l'a contourné et a pressé une main sur sa poitrine, donnant déjà une représentation pour les infirmières qui regardaient depuis la station. « Nous avons été terrifiés », a-t-elle dit assez fort pour que le couloir entende. Noah s'embrouille quand il est contrarié. Il s'enfuit parfois. C'était le premier mensonge. L'agent Price est apparu à mes côtés et leur a demandé de venir avec lui dans une salle de consultation privée. Grant a souri de toutes ses dents et a dit que c'était un malentendu familial. Puis il s'est tourné vers l'infirmière et a dit que Noah avait toujours été sensible, cherchant toujours l'attention, toujours dramatique quand on lui disait non. J'ai regardé le visage de l'infirmière se durcir. Le personnel médical peut sentir un mensonge quand il entre en portant de l'eau de Cologne. Céleste a sorti son téléphone et a fait semblant d'envoyer un message, mais j'ai vu le cercle rouge d'enregistrement reflété dans la vitre derrière elle. Elle filmait. Grant s'est penché plus près de moi pendant que l'agent Price parlait à une autre infirmière. « Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de commencer » a-t-il chuchoté. Tu vis seul dans un appartement d'une chambre et tu réponds au téléphone pour gagner ta vie. Tu penses qu'un juge va te remettre mon fils parce qu'il a fait une crise de colère et a eu froid. Mes mains voulaient trembler, alors je les ai croisées dans mon dos. Il a continué. Tu as toujours été jalouse. Jalouse de la maison. Jalouse de l'argent. Jalouse que papa m'ait confié les investissements familiaux et pas à toi. J'ai presque ri. Notre père avait fait confiance à Grant parce que Grant avait convaincu un homme mourant que la confiance en soi était la même chose que le caractère. Céleste a élevé la voix près du poste des infirmières, disant qu'elle ne pouvait pas croire qu'un parent utiliserait un enfant comme arme contre ses propres parents. Puis elle a publié la vidéo. Je le savais parce que mon téléphone a commencé à vibrer avec des notifications de personnes à qui je n'avais pas parlé depuis des années.
Son histoire montrait son visage en larmes dans le couloir de l'hôpital avec la légende « Certaines personnes attendent une crise familiale pour pouvoir voler ce qu'elles ne pourraient jamais construire ». Elle n'a pas encore utilisé mon nom complet, mais elle n'en a pas eu besoin. Grant a vu les notifications et a souri comme s'il venait de reprendre le contrôle. Puis la porte de Noah s'est ouverte. Le docteur Cole est sorti et leur a dit que Noah n'était pas prêt pour les visiteurs jusqu'à ce que les services de protection de l'enfance et la police terminent la première évaluation. Le masque de Grant a glissé. Les services de protection de l'enfance, a-t-il dit trop sèchement. Pourquoi les services de protection de l'enfance sont-ils impliqués? L'agent Price a répondu avant que le docteur ne puisse le faire. Parce que votre fils de 10 ans a été trouvé sur un porche à 5h00 du matin montrant des signes d'hypothermie après avoir été enfermé hors de sa maison pendant plusieurs heures. Grant m'a pointé du doigt. Elle l'a pris. Elle a toujours voulu me faire mal paraître. Demandez-lui pourquoi elle avait la caméra prête. Demandez-lui pourquoi il est allé chez elle et pas chez un voisin. J'ai senti chaque regard se tourner vers moi. Mais je ne me suis pas défendu. Non pas parce que j'étais faible. Parce que j'avais appris de mes années d'appel au 911 que les personnes coupables s'enferment elles-mêmes dans des impasses quand on les laisse combler le silence. Céleste a marché vers la porte de Noah et a essayé de passer devant l'infirmière, l'appelant par son nom d'une voix mielleuse qui m'a donné la chair de poule. Noah l'a entendu et a commencé à pleurer à l'intérieur de la pièce. Pas un pleur fort, un son effrayé et brisé. Le docteur Cole a bloqué la porte avec son corps et lui a dit de reculer. Elle s'est emportée. Je suis sa mère. Le docteur Cole a dit, alors agissez comme tel et arrêtez d'enregistrer dans mon couloir. Céleste s'est figée. L'agent Price a regardé son téléphone. Êtes-vous en train de diffuser en direct ou d'enregistrer cette interaction, a-t-il demandé. Elle l'a nié trop vite. Il lui a dit de ranger le téléphone. La voix de Grant est devenue froide. C'est du harcèlement. Je connais des gens. J'ai des avocats. L'agent Price l'a regardé et a dit, vous allez en avoir besoin. C'est alors qu'une femme en manteau bleu marine est apparue à côté du poste des infirmières, portant un dossier en cuir. Elle s'est présentée comme Monica Reng des services de protection de l'enfance. Elle n'a pas souri à Grant. Elle ne s'est pas adoucie pour Céleste. Elle a dit que le rapport de l'hôpital, le rapport de police et la déclaration de l'enfant étaient suffisants pour déclencher une évaluation d'urgence du domicile. Le visage de Grant est passé de la colère au calcul. Celui de Céleste est passé de la performance à la panique. Monica les a regardés tous les deux et a dit, nous allons chez vous maintenant. Grant a essayé d'arrêter l'évaluation du domicile avant qu'elle ne commence. Il a dit que la maison était une propriété privée. Il a dit que Noah avait exagéré. Il a dit qu'il voulait que son avocat soit présent. Monica Reng a écouté avec la patience d'une femme qui avait entendu chaque version de la même excuse, puis lui a dit que le protocole de protection d'urgence permettait au service de protection de l'enfance d'évaluer l'environnement familial lorsqu'un enfant était hospitalisé après des soupçons de négligence. L'agent Price se tenait à côté d'elle sans ciller. Grant a finalement remis l'adresse avec les mouvements raides d'un homme habitué à ouvrir des portes pour des invités, pas pour des enquêteurs. Je n'ai pas été autorisé à entrer pendant la perquisition officielle, alors j'ai attendu à l'hôpital avec Noah pendant que les personnes qui pouvaient changer son avenir entraient dans la maison où on lui avait appris à se sentir comme un fardeau. Plus tard, le rapport de Monica le décrirait dans un langage propre et professionnel. Mais l'agent Price m'en a dit assez pour comprendre la vérité. De l'extérieur, la maison de Grant semblait parfaite. Des caméras intelligentes au-dessus du garage, une allée chauffée, des fenêtres sans givre, une cuisine assez grande pour accueillir 30 personnes, un mur de vin brillant comme une exposition de musée. Mais le réfrigérateur était presque vide. 2 bouteilles de champagne, 6 canettes d'eau gazeuse alcoolisée, un pot d'olive, de la crème périmée, et la moitié d'un contenant en plastique de nouilles si vieilles que le couvercle s'était bombé. Le garde-manger contenait de la poudre de protéines, des mélanges pour cocktails, des craquelins rassis, et rien qui ne ressemble à de la nourriture pour un enfant. La chambre de Noah était pire car elle n'était pas en désordre de la manière normale dont les chambres d'enfants sont en désordre. Elle était vide. Un matelas sur le sol, une fine couverture, un panier à linge avec des vêtements trop petits pour lui, aucun manteau d'hiver à sa taille, aucun livre à part des cahiers d'exercices scolaires avec des pages blanches, une lampe fissurée. Monica a tout photographié. Puis elle a trouvé le garage.
Il n'y avait pas de chauffage qui fonctionnait, juste un radiateur d'appoint débranché sur une étagère, encore enveloppé dans du plastique comme s'il avait été acheté pour les apparences. La porte intérieure avait une serrure intelligente. La porte latérale avait un verrou manuel monté trop haut pour que Noah puisse l'atteindre sans grimper. Il y avait des égratignures près du cadre, de petites marques à hauteur d'enfant, comme si quelqu'un avait essayé de l'ouvrir de force plus d'une fois. L'agent Price est allé à côté pour parler au voisin, Arthur Bell, un employé des postes à la retraite qui avait vécu dans cette rue assez longtemps pour savoir quelle famille souriait en public et criait derrière des vitres. Monsieur Bell a dit qu'il avait vu Noah seul de nombreuses nuits pendant que Grant et Céleste étaient sortis. Il avait regardé le garçon traîner des sacs de recyclage pleins de bouteilles jusqu'au trottoir avant l'école. Une fois, il avait vu Noah assis sur les marches avant, mangeant du beurre de cacahuète à la cuillère. Quand il avait demandé si tout allait bien, Noah avait répondu que Céleste avait oublié les courses, mais que papa disait que la livraison était trop chère pour les paresseux. Monsieur Bell avait signalé son inquiétude à l'école une fois, mais Grant s'était présenté en costume et avait fait en sorte que tout le monde se sente stupide de l'avoir remis en question. Les dossiers scolaires correspondaient. Déjeuner manqué, fatigué en classe, pas de gants d'hiver, note répétée sur le fait que Noah sentait la fumée après les week-ends, même si Grant insistait sur le fait que personne ne fumait dans la maison. À midi, Monica est retournée à l'hôpital avec un visage qui ne trahissait rien et un dossier qui trahissait tout. Elle m'a dit que Noah resterait sous garde protectrice d'urgence et qu'un placement familial serait envisagé, mais seulement si mon domicile passait l'inspection immédiatement. Immédiatement signifiait pas de temps pour paniquer, pas de temps pour pleurer, pas de temps pour me demander si j'étais prête à devenir le seul adulte sûr dans la vie d'un enfant. Mon appartement avait une chambre, un canapé affaissé, une table de cuisine avec une chaise, et des boîtes que je n'avais jamais déballées après mon dernier déménagement. Il faisait chaud. C'était propre, mais chaud et propre n'était pas suffisant pour les services de protection de l'enfance. Noah avait besoin d'un lit, de vêtements, de nourriture, de médicaments sous clé, d'un rangement sûr, de fournitures scolaires, et de la preuve que je pouvais fournir de la stabilité. Je me suis mise dans un coin tranquille du couloir de l'hôpital et j'ai ouvert mon application bancaire. Le nombre sur l'écran semblait insultant. J'avais des économies, mais pas assez pour un avocat et l'installation d'une maison. Alors, j'ai fait la liste. Ma vieille Honda en premier. Je pouvais prendre le bus pour aller au travail. L'appareil photo que j'utilisais pour la photographie du week-end en deuxième. La guitare que mon père m'avait laissée en troisième. Celle-là faisait mal. C'était la seule chose de lui que Grant n'avait jamais essayé de réclamer, mais une guitare ne peut pas garder un enfant au chaud. Un souvenir peut rester dans un placard. Noah ne pouvait pas dormir dans le froid. À 3:00 de l'après-midi, j'avais vendu l'appareil photo à un collègue, mis la voiture en ligne, et appelé Diana Val. Une avocate de la famille dont les gens prononçaient le nom à voix basse parce qu'elle était chère et effrayamment douée. Sa réceptionniste m'a dit que les frais de consultation à eux seuls dépassaient mon loyer. J'ai dit que je serais là avant la fermeture. À 5:00 de l'après-midi, je suis entré dans le bureau de Diana avec des notes médicales, des captures d'écran de la publication de Céleste, la vidéo de la sonnette, et la promesse de payer la provision avant le matin. Diana a regardé les 30 premières secondes de la séquence sans bouger. Quand la voix de Noah a tremblé à travers mon téléphone, disant « Changer le code », elle a mis la vidéo en pause et a levé les yeux. Elle a dit « Obtenez les journaux de la serrure intelligente. S'ils existent, votre frère est fini. » Cette nuit-là, j'ai assemblé un lit simple avec des mains couvertes d'ampoules. J'ai rempli mon réfrigérateur jusqu'à ce que les étagères ressemblent à une promesse et j'ai placé une couverture bleue au pied du lit parce que Noah m'avait dit un jour que le bleu le calmait. J'ai dormi 30 minutes sur le sol à côté, puis j'ai été réveillé par un appel de Diana. Sa voix était tranchante, alerte, presque satisfaite. « Mera », a-t-elle dit. La compagnie de serrure a répondu à la demande de citation à comparaître d'urgence. Vous devez entendre ça. La première chose que Diana m'a dite a été de ne pas réagir de manière émotionnelle quand j'entendrai les données. C'est comme ça que j'ai su que c'était grave. Elle avait passé 22 ans au tribunal de la famille. Si elle m'avertissait de rester calme, la vérité était pire que ce à quoi Noah avait déjà survécu. La compagnie de la serrure intelligente avait conservé les journaux d'activité avant que Grant ne puisse rien supprimer de l'application. À 9:47 du soir, pendant que Grant et Céleste étaient au complexe hôtelier de Wisconsin Dells, le code de la porte d'entrée a été changé à distance depuis le téléphone de Grant.
L'ancien code, celui que Noah connaissait, a été supprimé. Un nouveau code a été créé. Il n'y avait aucune trace de partage du nouveau code avec l'appareil de Noah. À 10h11 du soir, l'ancien code a été entré à la porte intérieure du garage. Refusé. À 10h14, entré à nouveau. Refusé. À 10h26, entré à nouveau. Refusé. Après cela, rien jusqu'à 4h58 du matin, quand la caméra de ma sonnette a attrapé Noah trébuchant sur mon Porsche. Diana a laissé le silence s'installer assez longtemps pour que les faits pénètrent dans mes os. Puis elle a dit, ce n'était pas un dysfonctionnement. Ce n'était pas un enfant confus. C'était un adulte modifiant l'accès à la maison et manquant de protéger l'enfant à l'intérieur. Je voulais jeter le téléphone à travers la pièce. Au lieu de cela, j'ai regardé Noah, endormi dans le lit d'hôpital, une main glissée sous sa joue, son visage plus jeune dans le sommeil qu'il ne l'avait paru éveillé. Aucun enfant ne devrait avoir à paraître soulagé à l'intérieur d'un hôpital. L'agent Price est venu chercher la copie formelle des journaux cet après-midi-là. Il a regardé les entrées horodatées, puis a repassé les images de ma sonnette. La caméra avait capturé plus que ce dont je me souvenais. La voix de Noah était faible, mais claire. Il a dit, ils m'ont laissé. Il a dit, Grant a changé le code. Il a dit, j'ai essayé et ça ne voulait pas s'ouvrir. Le fichier que j'avais envoyé à la police n'était plus seulement la preuve que Noah était venu me voir seul. C'était le premier témoignage honnête d'un enfant avant que les adultes ne puissent l'effrayer pour le faire taire. Grant et Céleste ont dû sentir le sol bouger sous eux car Céleste a changé de tactique au coucher du soleil. Elle est passée en direct depuis la chambre d'amis de sa mère. Le visage pâle, les yeux rouges, les cheveux arrangés pour paraître en désordre, mais toujours parfaits. Je n'ai regardé que parce que Diana m'avait dit de tout enregistrer. Céleste a dit à des milliers d'abonnés que sa famille était déchirée par une parente amère qui avait toujours détesté son mariage. Elle a dit que Noah était un enfant sensible manipulé par une femme désespérée de se sentir importante. Elle a dit que Grant était un père aimant, un pourvoyeur, un homme puni parce qu'il faisait confiance à la technologie moderne, et que la technologie échouait parfois. Les commentaires se sont divisés en temps réel. Certains l'ont qualifiée de courageuse. Certains ont demandé pourquoi elle était dans un complexe hôtelier pendant que son fils gelait. Céleste a pleuré plus fort quand les questions sont devenues plus tranchantes. Puis elle a dit mon nom complet, mon lieu de travail, ma ville. Elle a dit aux gens de prier pour que je développe une conscience et que je rende un enfant à sa vraie famille. En moins d'une heure, mon téléphone de travail a commencé à recevoir des appels. Les gens m'ont traité de kidnappeuse, de menteuse, d'une femme solitaire volant le fils d'une autre femme. Un appelant a dit que les répartitrices comme moi ne devraient pas être autorisées près des enfants. Ma superviseure, Rebecca Sloan, m'a tiré dans son bureau avant mon service et a fermé la porte. Je m'attendais à de la peur. Je m'attendais à de la distance. Au lieu de cela, elle a mis une copie imprimée de la publication de Céleste sur le bureau et a dit, « Notre département juridique est déjà en train de conserver cela. Tu n'es pas suspendu. Tu es protégé. » Pour la première fois en 2 jours, j'ai presque pleuré. Mais le véritable tournant est venu de quelqu'un que je n'avais jamais rencontré. À 11h36 cette nuit-là, Diana m'a transféré un message vocal d'un homme nommé Trevor Mills, un des collègues de Grant qui avait assisté à la retraite au complexe. Sa voix tremblait. Il a dit que Grant avait bu près du bar pendant le spectacle de la mi-temps, riant de son système de maison intelligente. Grant s'est vanté de pouvoir changer chaque serrure de sa maison à 200 miles de distance. Quelqu'un a plaisanté en disant que son gosse devait se sentir comme un prisonnier. Grant a répondu, seulement quand il oublie qui paie pour la maison. Puis il a ouvert l'application et a changé le code pendant que les gens regardaient. Trevor a dit qu'il pensait que Grant faisait juste le malin. Il ne savait pas que Noah était seul à la maison. Il ne savait pas que l'enfant serait enfermé hors de la chaleur jusqu'à ce que l'histoire éclate. Diana a agi vite. Au matin, elle avait la déclaration sous serment de Trevor, les journaux de la serrure intelligente, la vidéo de ma sonnette, le rapport médical du Dr Cole, les conclusions des services de protection de l'enfance de Monica, et la diffusion en direct de Céleste. À l'audience d'urgence, Grant est arrivé avec un avocat qui semblait assez cher pour rendre les gens normaux nerveux. Céleste portait une robe noire et tenait des mouchoirs comme des accessoires. Il s'attendait à un débat.
Diana leur a donné une chronologie. 4.12 de l'après-midi. Les parents partent. 9.47 du soir. Grant change le code à distance. 10.11 du soir. Accès refusé à l'enfant. 10.14 du soir. Refusé à nouveau. 10.26 du soir. Refusé à nouveau. 4.58 du matin. L'enfant apparaît sur mon porche en détresse médicale. Puis elle a diffusé la vidéo. La salle d'audience est devenue silencieuse au son des dents de Noah claquant à travers le haut-parleur. Céleste a baissé les yeux. Grant ne l'a pas fait. Il a fixé l'écran comme s'il détestait la caméra pour avoir dit la vérité. Le juge m'a accordé le placement temporaire, a interdit à Grant et Céleste de contacter Noah et leur a ordonné de ne pas discuter de lui ou de moi publiquement. Céleste a hoché la tête comme si elle comprenait. 3 heures plus tard, elle a publié une autre vidéo disant que des personnes corrompues volaient son fils. Au moment du dîner, l'agent Price m'a appelé et a dit que Céleste avait violé l'ordonnance de protection. À minuit, la femme qui m'avait qualifié de toxique dans un couloir d'hôpital était menottée. L'audience principale a eu lieu 6 semaines plus tard par un matin si froid que les fenêtres du tribunal semblaient argentées sur les bords. Noah a demandé s'il devait voir Grant. Je lui ai dit non. Diana lui a dit que le juge avait pris des dispositions pour qu'il attende dans une pièce séparée avec un défenseur des enfants, à moins qu'il ne choisisse le contraire. Noah a hoché la tête, tenant la balle anti-stress bleue que le docteur Cole lui avait donnée lors d'un rendez-vous de suivi. Il n'a pas choisi d'entrer dans la salle d'audience. J'en étais reconnaissante. Les enfants ne devraient pas avoir à s'asseoir devant des adultes et prouver que leur douleur est réelle. Grant et Céleste étaient déjà assis quand je suis entré. Grant portait un costume anthracite, mais l'assurance qui le faisait paraître puissant auparavant semblait maintenant fragile. Céleste portait du beige doux et aucun maquillage à l'exception du mascara. Le genre de look conçu pour murmurer innocente sans le dire. Leur avocat a commencé par qualifier l'incident de tragique malentendu causé par la technologie, la météo, et un enfant effrayé qui avait pris une mauvaise décision. Diana ne s'y est pas opposée. Elle a simplement écrit quelque chose sur son bloc-notes et a attendu. Quand ce fut son tour, elle s'est levée sans aucun drame. C'était ce qui la rendait terrifiante. Elle n'a pas élevé la voix. Elle ne les a pas insultés. Elle a construit une cage faite de faits et a laissé Grant y entrer. D'abord est venu le docteur Cole, qui a expliqué l'hypothermie, la déshydratation et l'épuisement de Noah. Il a témoigné qu'un enfant de 10 ans en bonne santé n'atteint pas cet état à la suite d'une brève promenade par temps froid. Les symptômes étaient cohérents avec une exposition prolongée avant même le début de la promenade. L'avocat de Grant a essayé de suggérer que Noah était fragile ou inhabituellement sensible. Le docteur Cole l'a regardé et a dit « Le froid affecte les enfants plus vite que les adultes, mais la négligence les affecte avant même que la météo n'en ait l'occasion. » Puis vint Monica Règne. Elle a décrit le réfrigérateur, le garage, la serrure, le matelas, le manque de vêtements appropriés, les inquiétudes de l'école et la déclaration du voisin. Grant a fixé la table pendant la plus grande partie de son intervention. Céleste s'est tamponné les yeux chaque fois que le juge a regardé dans sa direction. Monica s'en moquait. Elle a dit que le foyer était financièrement aisé et fonctionnellement dangereux. Cette phrase a frappé plus fort que n'importe quelle insulte ne l'aurait fait. Arthur Bell a témoigné ensuite. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il décrivait avoir vu Noah apporter des bouteilles à la machine de recyclage et s'asseoir dehors devant l'épicerie pour manger des sandwichs bon marché comme s'il se cachait par honte. Il a dit avoir entendu des fêtes bruyantes, vu le véhicule utilitaire sport de Grant partir tard, et regardé Noah pelleter la neige seul avant l'école. Quand l'avocat de Grant a demandé pourquoi il n'était pas intervenu plus tôt, la voix d'Arthur s'est brisée. Il a dit, parce qu'ils m'ont fait sentir que je l'imaginais. C'est ce que les gens avec de belles maisons savent faire. Le juge a noté cela. Puis Diana a appelé Trevor Mills. Le visage de Grant a changé. C'était la première fois qu'il avait l'air effrayé. Trevor a témoigné que Grant avait changé le code de la serrure intelligente depuis le bar du complexe hôtelier, avait montré l'application à ses collègues et avait plaisanté sur le contrôle de sa maison de n'importe où. L'avocat de Grant a essayé de présenter cela comme une démonstration sans rapport avec Noah. Diana a affiché le journal sur l'écran de la salle d'audience. L'horodatage correspondait à la déclaration de Trevor. Les données de localisation correspondaient au complexe hôtelier.
Les tentatives échouées correspondaient à la chronologie de Noah. Diana a demandé à Trevor si Grant semblait assez sobre pour comprendre ce qu'il faisait. Trevor a hésité, puis a dit que Grant était ivre, mais pas confus. Il savait qu'il changeait le code. Il ne se souciait simplement pas de ce qui arriverait. La diffusion en direct de Céleste est venue ensuite, la vidéo a rempli l'écran avec son visage en larmes, ses accusations, mon nom, mon lieu de travail, et sa demande que les abonnés fassent pression sur les personnes qui m'aidaient. Diana a fait une pause au moment où Céleste m'a qualifié d'instable. Puis elle a affiché l'ordonnance de protection signée 3 heures avant que Céleste ne publie à nouveau. Le juge a demandé à Céleste si elle avait compris l'ordonnance lorsqu'elle l'avait reçue. Céleste a chuchoté oui. Alors pourquoi l'avez-vous violée, a demandé le juge. Céleste a dit qu'elle était émotive. Le juge a dit que l'émotion n'est pas une exemption à une ordonnance du tribunal. Grant a finalement parlé quand le juge lui a demandé directement pourquoi Noah n'avait pas reçu le nouveau code. Il a dit, « Mon fils savait qu'il ne devait pas aller dehors. Il aurait dû rester où il était. » La salle d'audience a semblé retenir son souffle en même temps. Diana l'a regardé. Où était-il censé rester, monsieur Langford? La bouche de Grant s'est pincée. Dans le garage jusqu'à ce que nous revenions. Diana a attendu une seconde parfaite. Dans un garage non chauffé par un temps glacial de 10.00 du soir jusqu'au matin. Grant a réalisé ce qu'il avait admis, mais il était trop tard. Le juge s'est penché en arrière, le regard froid. Monsieur Langford, votre défense semble être que votre enfant aurait dû endurer le danger que vous avez créé plus silencieusement. Ce fut le moment où la pièce a basculé. L'argent de Grant, son costume, son titre de poste et sa voix polie ne pouvaient plus l'atteindre. La vérité avait éclaté devant tout le monde, et c'était plus laid que même ses mensonges ne l'avaient suggéré. Le juge a statué que Noah resterait sous ma garde, que Grant et Céleste n'auraient aucun contact non supervisé, et que les services de protection de l'enfance procéderaient à la résiliation permanente des droits parentaux en attendant l'affaire criminelle. Grant a frappé du poing sur la table et a dit, « Il est mon fils. » Depuis la pièce latérale à travers la porte entr'ouverte, la petite voix de Noah a répondu avant que quiconque ne puisse l'arrêter. « Alors pourquoi n'as-tu pas ouvert la porte ?» Personne n'a bougé. Même Grant avait l'air d'avoir été frappé physiquement par les mots. Céleste a commencé à sangloter, mais personne ne s'est précipité pour la réconforter. À l'extérieur du palais de justice, les journalistes attendaient parce que Céleste avait elle-même rendu l'affaire publique. Grant a essayé de cacher son visage. Céleste a essayé de parler, mais l'agent Price s'est interposé entre elle et les caméras. Dès ce soir-là, l'entreprise de Grant l'a suspendu. À la fin de la semaine, il a été licencié pour avoir utilisé la technologie de maison intelligente liée à l'entreprise dans une conduite ayant mis en danger un enfant. Céleste a perdu ses contrats de marque un par un. Les abonnés qui avaient autrefois loué son image de belle-mère parfaite ont fouillé dans de vieilles vidéos et ont remarqué ce que tout le monde avait manqué auparavant. Noah en arrière-plan préparant le dîner. Noah portant le linge. Noah tressaillant quand Grant élevait la voix. Leur marque de famille parfaite s'est effondrée parce que la vérité n'avait pas besoin de crier. Elle avait seulement besoin d'être jouée une fois au tribunal. L'affaire criminelle a pris 8 mois. Et pendant ces 8 mois, Noah a appris à quel point la sécurité peut lentement devenir croyable. Au début, il dormait avec ses chaussures à côté du lit, puis sous le lit, puis de l'autre côté de la pièce. Puis une nuit, je les ai trouvées dans le placard où les chaussures ont leur place, et je me suis tenu dans le couloir les larmes aux yeux parce que la guérison ne s'annonce pas toujours. Parfois, elle ressemble à un enfant qui croit enfin qu'il n'aura pas à fuir avant le lever du soleil. Grant a accepté un accord de plaidoyer après que Diana a déposé une plainte civile qui aurait exposé encore plus de dossiers financiers, de messages et de déclarations de témoins. Il a plaidé coupable de mise en danger d'enfants, de négligence criminelle et d'intimidation de témoins. Le juge l'a condamné à 18 mois de détention dans le comté, 5 ans de probation supervisée après sa libération, des cours obligatoires de responsabilisation parentale, et aucun contact avec Noah à moins qu'un futur tribunal ne l'approuve. Céleste a plaidé coupable de mise en danger d'enfants, de violation d'une ordonnance de protection et de diffamation civile. Elle a reçu 9 mois de détention, 3 ans de probation, une rétractation publique, et un jugement financier pour les dommages qu'elle a causés lorsqu'elle a envoyé des étrangers sans prendre à mon lieu de travail et à ma réputation. Tous deux ont perdu définitivement leurs droits parentaux. La maison de Grant a été vendue. Le mur de vin,
l'allée chauffée, les caméras intelligentes, la cuisine parfaite où personne ne cuisinait pour Noah. Tout cela est devenu des chiffres sur des documents juridiques. Une fiducie a été créée pour l'éducation, la thérapie, les soins médicaux et le futur logement de Noah. La même technologie dont Grant se vantait est devenue la preuve qui a aidé à financer l'enfant qu'il a laissé tomber. Je m'attendais à ressentir la victoire lors de la lecture de la sentence. Je ne l'ai pas ressenti. Ce que j'ai ressenti était un soulagement si profond qu'il m'a engourdi les mains. La vengeance. La vraie vengeance n'était pas de regarder Grant baisser la tête pendant que l'huissier l'emmenait. C'est de regarder Noah s'asseoir à côté de moi sans tressaillir quand la porte de la salle d'audience s'est fermée. C'était de savoir qu'il n'aurait plus jamais à s'excuser d'avoir faim, d'avoir froid, d'avoir peur, ou d'être en vie. 2 mois plus tard, j'ai signé les papiers finaux de garde. Mon nom semblait étrange à côté du mot tutrice, comme si la loi avait finalement rattrapé ce que mon cœur avait décidé à 5:00 du matin. Avec l'aide du règlement et de la structure de fiducie approuvée par le tribunal, je nous ai fait emménager dans une petite maison de 2 chambres dans une rue calme près de l'école de Noah. Ce n'était pas luxueux. L'armoire de la cuisine bloquait par temps humide. La clôture de l'arrière-cour avait besoin d'être réparée. La lumière du porche vacillait si le vent la frappait mal, mais le chauffage fonctionnait. Le réfrigérateur restait plein. La door s'ouvrait de l'intérieur. Noah a choisi la plus petite chambre parce qu'elle donnait sur l'arrière-cour et il a dit qu'il aimait pouvoir voir l'érable. J'ai peint les murs en bleu. Il a fait semblant de s'en moquer, puis a passé 20 minutes à décider exactement où son poster de baseball devait aller. La thérapie n'a pas été facile. Certaines semaines, il parlait à peine. Certaines semaines, il posait des questions qui me brisaient le cœur d'une manière que je ne pouvais pas montrer. Pourquoi Grant me détestait-il? Céleste a-t-elle jamais été vraiment ma mère? Si j'étais resté dans le garage, serait-il revenu avant que je ne meure? Je ne lui ai jamais menti, mais je ne lui ai jamais donné la cruauté comme réponse non plus. Je lui ai dit que les adultes brisés blâment parfois les enfants pour le vide qu'ils refusent de réparer. Je lui ai dit que rien de tout cela n'était de sa faute. Je lui ai dit que l'amour ne se prouve pas par le sang, l'argent, les publications ou les noms de famille. L'amour se prouve par la responsabilité. Lentement, Noah est redevenu un enfant. Il a rejoint une équipe de baseball locale et a été éliminé lors de ses 3 premiers matchs, puis a frappé un double si propre que son entraîneur l'a soulevé du sol. Il a arrêté de cacher des barres de céréales dans son sac à dos. Il a commencé à inviter des amis. La première fois qu'il a demandé si nous pouvions commander une pizza juste parce que c'était vendredi. J'ai dit oui si vite qu'il a ri. Ce rire a rempli la cuisine mieux que n'importe quel meuble coûteux ne le pourrait jamais. À l'anniversaire de cette nuit-là, je me suis réveillé avant l'aube, effrayé que le souvenir n'avale toute la maison. Au lieu de cela, j'ai trouvé Noah dans la cuisine en train de faire des toasts. Il a levé les yeux et a dit « Je vais bien, tante Mera ». Puis il s'est corrigé presque timidement. Je veux dire, je suis à la maison. C'était la fin que Grant et Céleste n'ont jamais comprise. Ils pensaient que la famille était une propriété. Ils pensaient qu'un enfant était quelqu'un à contrôler, exposer, discipliner et réduire au silence. Mais la famille n'est pas la personne qui verrouille la porte et appelle ça une leçon. La famille est la personne qui l'ouvre et appelle la police quand la vérité a besoin de protection. La leçon que je veux que chaque personne entendant cela retienne est simple. Quand un enfant montre des signes de négligence, écoutez. Quand quelqu'un utilise l'argent, le statut ou les réseaux sociaux pour enterrer la vérité, regardez de plus près. Et quand faire ce qui est juste vous coûte votre confort, votre réputation ou votre paix, rappelez-vous que votre courage peut devenir le premier foyer sur de quelqu'un d'autre. Le sang peut expliquer d'où vous venez, mais la responsabilité prouve qui mérite de rester. Si quelqu'un de votre propre famille essayait de cacher la cruauté derrière une image parfaite, resteriez-vous silencieux ou ouvririez-vous la porte pour laisser la vérité voyager? Nous apprécions chaque spectateur qui soutient ces histoires fictives. Cette vidéo a été réalisée uniquement à des fins de divertissement, d'éducation et de narration réflexive. Nous espérons qu'elle vous rappelle qu'être sous-estimé peut devenir le début d'un retour inoubliable. Surtout quand vous arrêtez de demander aux autres de croire en vous et commencez à croire en vous-même.